moi en situation, en lien avec donc la politique du gouvernement, certains aspects de la politique. Je vais venir assez vite à la situation de la Bretagne, quand même, qui est révélatrice d'un certain nombre, précisément, de dysfonctionnements, de crises liées donc à ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et puis ma collègue Mona Brasse complétera largement mon propos demain. Pour autant, je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Yves Le Drian, situation difficile, oui. Mais précisément, la question est, quelle solution quand on est en période difficile? Et en particulier, quelle solution dans la justice? Et je crois que ce n'est un secret pour personne de dire que le peuple de gauche, qui, il y a un an, passé s'interroger, depuis s'est, je trouve, impatienté, et que le doute, pour reprendre l'expression, le mot de Jean-Yves Le Drian, le doute peut-être s'est installé, et qu'il convient précisément de répondre à ce doute-là, parce que vous savez comme moi qu'il y a quelqu'un qui guette, celui qui guette, effectivement, et qui engrange au moment, c'est le Front National. Moi, je n'oublie jamais cela, c'est toujours à l'ennemi principal, il ne faut jamais se tromper, hein, il faut voir où sont les vrais dangers, et ensuite, donc, de critiquer les partenaires, voire les adversaires. Je veux dire, il faut quand même, il y a un ordre de grandeur qu'il faut respecter, hein, lorsqu'on porte ces attaques. Donc, cela étant dit, je vais poser le problème un peu comme on le voit, à partir de deux citations. Claude Bartolone, qui au début était relativement critique par rapport à la politique du gouvernement, disait le week-end dernier, « Quand je vois les positions du président pour réorienter l'Europe, quand je vois ce 0,5% de croissance, au second trimestre donc, quand je vois les efforts faits pour l'école, le logement, je me dis que peut-être nous récoltons les fruits de l'an 1 du quinquennat, mais il faut encore accélérer, notamment en matière de transition énergétique. 100 000 nouveaux emplois verts d'ici 3 ans, c'est possible. » Par ailleurs, dans le même temps, je lisais une intéressante interview de Michel Rocard et de l'économiste Pierre Laroutourou qui disait « Jamais la croissance ne sera assez forte pour sortir les Français du chômage. Voilà pourquoi il faut en même temps investir dans le logement, les PME, les économies d'énergie et négocier intelligemment une forte baisse du temps de travail. » Ça paraît totalement iconoclaste dans le contexte actuel que de réclamer cela. Et il poursuivait, « Pour sauver les banques, on a donné 1000 milliards à 1%, mais on a obligé les États à se financer sur les marchés bancaires et donc à s'appauvrir. » Il poursuivait, « Les 34 milliards du Fonds de réserve des retraites et les 50 milliards du livret A, au lieu de les confier à la BNP ou à Barclays, on peut les utiliser pour la construction de logements nouveaux, on en manque, sérieusement, vous le savez, et l'isolation de ces logements, ce qui est un investissement à la fois économique, social et j'ajouterais écologique. » Donc, effectivement, nul ne songe à nier que le néolibéralisme, comme on l'appelle, est à l'œuvre. Et je voudrais mettre en perspective le fait que ont commencé les négociations concernant le pacte transatlantique. Et vous savez que le mandat qui a été confié à la Commission européenne, c'est d'intensifier et d'étendre le libre-échange à de nouveaux secteurs. Et vous imaginez sans doute comme moi quelles seront les conséquences. Les conséquences seront non seulement une pression accrue sur les droits sociaux et les salaires, mais aussi sur l'environnement, parce que les Américains veulent nous imposer les OGM, le gaz de schiste et tous leurs hormones. Tout ça fait partie du paquet cadeau, si j'ose dire. Les négociations vont durer longtemps, on le sait, mais vous imaginez dans quel contexte la solution au problème français est en train de s'opérer. On ne peut pas séparer la solution de ces négociations du pacte transatlantique. Donc, pour ma part, je dis que c'est la loi des multinationales qui s'impose à nous, qui s'impose aux États et au peuple. Et quand on a un bel exemple là, de multinationale qui n'a que faire de travailleurs, pensez à Marine Harvest qui ferme son usine de Pulawen. Richard, tu es bien placé pour en parler, alors que cette usine est rentable. Elle faisait du bénéfice. L'euro. La France se bat d'ailleurs, je fais la parenthèse, dans le cadre de ces négociations au pacte transatlantique, sur l'exception culturelle française. Et elle a bien raison.
Et je reviendrai un mot tout à l'heure sur la culture. Donc, résister au néolibéralisme, bien sûr. Mais en même temps, il faut se poser la question de la croissance sans se laisser enfermer, comme le dit Edgar Morin, sans se laisser enfermer dans la sotte alternative croissance-décroissance. Il faut savoir ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Je partage pour ma part cette opinion. Il ne faut pas se tromper d'analyse sur la nature de la crise. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est effectivement un mauvais moment à passer et qu'ensuite la croissance va revenir et avec l'amélioration ipso facto de la situation sur le marché de l'emploi, etc. Je crois que c'est notre modèle de développement qui est aussi en crise et d'où dépendent des solutions aux problèmes qui ont été énoncés tout à l'heure par Jean-Luc Le Drian. Parce que l'économie de l'abondance, fondée donc sur l'exploitation à donf, si je peux me permettre l'expression, des ressources naturelles, je crois que ça a une limite plus vite atteinte qu'on ne le pense, dans la mesure où les pays émergents sont en train d'adopter le même modèle de développement que le nôtre, en disant, après tout, vous avez connu la richesse, pourquoi nous ne l'aurions pas? Et je voudrais vous rappeler, moi, je me souviens d'une interview d'un ministre du commerce extérieur chinois dans les années 90, quand j'enseignais encore en commerce international, et qui disait ceci: imaginez que tous les Chinois, toutes les familles chinoises aient une voiture, voire deux voitures comme vous occidentaux. Imaginez ce que serait comme catastrophe au point de vue de l'environnement, au point de vue économique, etc. Or, il se trouve qu'effectivement les Chinois aujourd'hui sont sur cette voie-là. Et donc, je crois qu'effectivement, la question des limites des ressources naturelles sera plus vite atteinte qu'on ne le pense, et cela impacte directement les solutions que nous pouvons trouver. Alors, le problème est de savoir quelle mutation engager, et cela nous amène directement à la situation bretonne et à la crise majeure qui secoue l'un des piliers de l'économie bretonne, l'agroalimentaire, avec sa casse sociale terrible. Le Premier ministre doit annoncer un plan d'aide le 12 septembre à l'occasion du Space. Il est à noter que la mission de la Banque publique d'investissement nouvellement créée a été élargie aux entreprises stratégiques en difficulté et que le gouvernement a inclus dans ces missions-là l'agroalimentaire breton, combat stratégique. Il peut donc, le gouvernement, non seulement aider au sauvetage du secteur à court et à moyen terme, mais aussi à plus long terme, aider à le réorienter vers des productions à haute valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et vers également la reconquête du marché régional et national, parce qu'effectivement, nous sommes obligés d'importer de la viande, du poulet, etc., ce qui est un comble et un paradoxe. L'écologie, je dois dire, doit prendre en compte l'aménagement du territoire. Et dire cela renvoie à la question de l'écotaxe, où il s'agit de concilier le principe et la réalité, la fameuse écotaxe dont on parle tant. Saluons d'abord l'action des députés bretons de gauche, qui ont réussi quand même à obtenir une réduction de 50%, ce qui n'est pas rien. Notons aussi que le ministre est bien obligé de surseoir à la mise en place du système, parce que les transporteurs ne se pressent pas au portillon, et que donc la mise en place du système pose des difficultés apparemment. Le principe est bon. Favoriser le ferroutage et le transport fluvial, et pour nous, Bretons, j'ajouterai le fret maritime, qu'on oublie toujours. Le principe est bon. La réalité est qu'aucune infrastructure rail-route n'a été mise en place par les gouvernements successifs chez nous. La seule initiative est à mettre au crédit de Combi Ouest, filiale donc des légumiers de Léonard, initiative combattue par la SNCF, plus soucieuse de monopole que de services publics. Il faut le dire, parce que c'est une honte. L'aménagement du territoire aussi a été remporté par le vent du libéralisme. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Claude Saunier, l'ancien maire de Saint-Brieuc et ancien sénateur des Côtes-d'Armor. Et aujourd'hui, l'inégalité sociale et l'inégalité de développement territorial se combinent. Et ce n'est pas l'initiative privée qui va défendre d'implanter les services publics dans les territoires défavorisés. Or, vous savez à quel point cette question du service public pour un gouvernement de gauche devrait être une priorité, et surtout dans l'hypothèse de la métropolisation promue par le projet de loi, regarde Michael, qui est un projet de modernisation pour donc la métropolisation. Parce qu'effectivement, on risque d'avoir des territoires à deux vitesses. Habiter dans une métropole, y compris en banlieue, dit le géographe Charles Giuli, n'est pas une garantie de réussite, mais représente l'assurance de vivre à proximité d'un marché de l'emploi très actif
et de l'offre sociale et scolaire la plus dense. Inversement, les territoires périphériques cumulent les effets de la récession économique, mais aussi ceux de la raréfaction de l'argent. En Bretagne, je finis dans les temps, en Bretagne, comme d'habitude, moi je respecte toujours ma parole. En Bretagne, Brest a accédé au statut de métropole, à côté de Brest et de Nantes. C'est pour nous un moindre mal pour éviter un renforcement de la fracture Est-Ouest qui menace la cohésion du pays breton. Face à cette situation, s'offre aux autres territoires de Bretagne pour peser davantage, s'offre donc l'opportunité, Michael, l'opportunité offerte par les pôles d'équilibre et de coordination territoriale, l'opportunité de mutualiser à l'échelle du pays les différents services des différentes EPCI, voire de fusionner les EPCI. Parce que sinon, vous savez que chaque EPCI, seul, pèsera de peu de poids face aux 3 métropoles que je viens de nommer. Et vous savez qu'il pleut là où c'est mouillé, et que l'argent de l'État et que l'argent de l'Europe iront d'abord aux métropoles avant d'aller aux territoires périphériques, territoires ruraux, abandonnés. Donc, grave question pour nous, et là se poserait d'ailleurs la question de l'élection au suffrage universel, ensuite, de l'Assemblée des EPCI fusionnés au niveau du pays. S'il y a des points positifs dans le projet de loi de décentralisation, je ne les nomme pas, je fais une critique positive, on pourra y revenir tout à l'heure. S'il y a des points positifs, fondamentalement, quand même, ce projet ne correspond pas aux orientations initiales du président de la République, ni à l'esprit de la contribution bretonne élaborée par l'Assemblée régionale, résumée dans une interview de Jean-Yves Le Drian à l'AFP en décembre 2011. Et d'ailleurs, philosophie reprise ensuite par son successeur, Pierre Massiot. Je cite: « La région doit devenir l'autorité organisatrice d'un vrai projet de territoire, co-construit, co-élaboré avec les communes et les départements. Les régions devraient pouvoir appliquer la loi de façon différenciée. En clair, décentraliser, c'est régionaliser, régionaliser, c'est pouvoir expérimenter. Nous sommes en effet convaincus qu'une régionalisation authentique est aussi un élément de réponse à la crise, un élément important de réponse à la crise. C'est ce que montre d'ailleurs Guillaume Duval, le rédacteur en chef d'Alternative économique, dans son livre « Le modèle allemand de la limite », parce qu'il dit que ce n'est pas la politique libérale de Schröder qui explique les succès allemands, mais d'autres atouts, d'autres avantages que l'Allemagne a, son système de formation performant, mais aussi son système fédéral qui est largement plus efficace et largement moins coûteux que le millefeuille français qu'on renforce au lieu de simplifier. J'en termine sur la gestion des fonds européens, pour nous essentiel. C'est un des bons aspects de la loi. La gestion des fonds européens confiée aux régions. Et l'expérimentation alsacienne a montré sa totale efficacité concernant le FEDER. 23 milliards quand même d'euros sur la période 2007-2013. Somme considérable quand les dotations d'État sont à la baisse et que les régions n'ont plus guère d'autonomie fiscale et qu'on leur demande davantage avec moins de moyens en matière d'aménagement, de développement économique, de transport, de formation professionnelle. Ces fonds doivent aussi permettre d'engager la transition énergétique qui est au demeurant un des 2 axes du plan Investir par la France présenté par le Premier ministre et dont il sera question dans la réunion avec les présidents de région le 11. Je ne viens pas sur l'Europe, j'approuve les propos qu'a tenus Jean-Yves Le Drian tout à l'heure, je partage son point de vue sur l'Europe, on s'en sortira pas seul. Et j'en termine, dernier point. La crise actuelle est aussi culturelle, pour ne pas dire une crise de civilisation. Je partage la question du philosophe André Tossel. Je cite: « Comment distinguer pour les progressistes » il a mis les progressistes entre guillemets. « Comment distinguer pour les progressistes les éléments de civilisation qu'il faut conserver face à un capitalisme de plus en plus destructeur ?» Je citais tout à l'heure l'exception culturelle française, mais ici en Bretagne, qui ne voit que défendre la culture et la langue bretonne, c'est objectivement s'opposer à l'impérialisme culturel américain. Merci.